Chapitre 1, le retour à la maison. Lance Daly se tenait dans son allée, ses mains burinées agrippées au volant de son pick-up Ford noir. 5 ans, 5 foutues années, que sa fille Isabelle avait disparu sans laisser de traces de leur maison de banlieue du Minnesota. La police avait abandonné au bout de 2 ans, la qualifiant de fugueuse malgré l'insistance de Lance sur le fait que quelque chose clochait. Sa femme, Candace, avait semblé presque soulagée lorsque les recherches avaient diminué, prétextant qu'il fallait tourner la page et accepter la réalité. Mais Lance n'avait jamais cessé ses recherches. Il avait engagé 3 détectives privés différents, suivi d'innombrables pistes sans issue et parcouru des milliers de kilomètres à la poursuite d'ombre. Cette obsession lui avait coûté son entreprise de construction, la plupart de ses économies et, selon Candace, leur mariage. Elle avait demandé la séparation 6 mois plus tôt, bien qu'ils partagent toujours la maison, un arrangement qui répondait aux besoins de Lance de la surveiller. L'appel était arrivé à 3h47 du matin. Département de police de Minneapolis. Ils avaient trouvé une jeune femme correspondant à la description d'Isabelle, errant en ville, désorientée et mal nourrie. Pas de papier d'identité, mais elle leur avait donné son nom et son adresse. Lance avait dépassé toutes les limitations de vitesse pour s'y rendre, le cœur battant à tout rompre en identifiant la jeune fille aux yeux creux qui ressemblait à peine à la jeune fille dynamique de 16 ans disparue. Isabelle avait maintenant 21 ans, maigre comme un clou, le regard hanté et des cicatrices aux poignets qui brouillaient la vue de Lance de rage. Elle s'était accrochée à lui au commissariat, murmurant « Papa » à plusieurs reprises, refusant de parler à qui que ce soit. Les policiers se posaient des questions. Où était-elle passée? Qui l'avait emmenée? Pourquoi revenir maintenant? Mais Isabelle était restée silencieuse, le visage collé contre la poitrine de Lance. Alors qu'il l'aidait à descendre du camion, Lance remarqua qu'elle sursautait au mouvement brusque et qu'elle jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule. Quelqu'un avait fait ça à sa petite fille. Quelqu'un lui avait volé 5 ans de sa vie, et Lance les retrouverait. Il avait appris la patience pendant ces années dans le bâtiment. Elle savait que les fondations les plus solides exigeaient du temps et une planification minutieuse. Le responsable, quel qu'il soit, paierait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Maman est là » demanda Isabelle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée. « Elle est à l'intérieur » répondit Lance en scrutant le visage de sa fille. Une lueur passa dans ses yeux. Peur, colère. « Isabelle, ma puce, que t'est-il arrivé? Où étais-tu » Mais Isabelle était devenue figée, fixant la maison comme un tombeau. « Il faut qu'on parle d'abord, papa. » Seul, avant d'entrer. Lance s'agenouilla près d'elle, sa carrure imposante la rendant encore plus fragile. « Quoi qu'il en soit, tu peux me le dire. Je suis là maintenant. Je te protégerai. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabelle. « Tu ne comprends pas. La raison de ma disparition. La raison de mon retour. » Elle lui serra les bras avec une force surprenante. « Maman sait pourquoi je suis partie. Elle te ment depuis des années. » La porte d'entrée s'ouvrit avant que Lance ne puisse répondre. Candace apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux blonds impeccables malgré leur matinale, vêtue de la robe de chambre en soie que Lance lui avait offerte pour leur anniversaire 3 ans plus tôt. Elle s'était maintenue en forme à 45 ans, toujours la belle femme qu'il avait épousée, mais sa beauté s'était refroidie au fil des ans, surtout après la disparition d'Isabelle. « Oh mon Dieu » haleta Candace, une main se portant à sa bouche. « Isabelle, c'est vraiment toi. » Isabelle se serra contre Lance, le souffle court. « Papa, s'il te plaît. Il faut qu'on parte. » Mais Candace s'approchait déjà, les bras tendus. « Ma petite fille, on était si inquiets. Où étais-tu? Es-tu blessée? » « Éloigne-toi de moi » dit Isabelle d'une voix nette et précise. Candace se figea, la confusion traversant son visage. « Chérie, je suis ta mère. Tu m'as tellement manqué. » « Tu es une menteuse » dit Isabelle d'une voix de plus en plus forte. « Et je vais tout lui dire. » Lance sentit la chaleur retomber entre trois. L'expression de Candace changea, la chaleur maternelle remplacée par une pointe de calcul. « Isabelle, ma chérie, tu as traversé un traumatisme. Tu es perdue. » « Je ne suis pas perdue par ce que j'ai vu. » Isabelle l'interrompit. « Je ne suis pas perdue par la raison pour laquelle j'ai dû fuir, et je ne suis pas perdue par qui tu es vraiment. » Lance se leva lentement, son regard passant de sa femme à sa fille. 22 ans de mariage lui avaient appris à déchiffrer les secrets de Candace.
Sa façon de lui toucher le cou lorsqu'elle était nerveuse. Son sourire cassant sous la pression. À cet instant, elle ressemblait à une femme qui a des secrets. De quoi parle-t-elle, Candace demanda Lance doucement. Elle a visiblement subi un lavage de cerveau de la part de celui qui l'a enlevée, dit Candace. Mais sa voix manquait de conviction. On devrait l'emmener à l'hôpital, la faire examiner. Je n'ai pas été enlevée, dit Isabelle fermement. J'ai fui. J'ai dû fuir à cause de ce que tu as fait. Qu'avez-vous fait tous les deux? La voix de Lance était dangereusement douce. Isabelle fit un signe de tête en direction de la rue. Une BMW argentée était garée 3 maisons plus loin, le moteur tournant, même dans la pénombre de la rue. Lance distinguait une silhouette au volant. Byron m'attendait. Isabelle a dit qu'il pensait que je resterais silencieuse comme avant. Mais j'en ai assez de te protéger, maman. J'en ai assez de vivre avec ce que je sais. Byron Weiss. Lance connaissait ce nom. Un des collègues de Candace à l'agence d'assurance où elle travaillait depuis 8 ans. Un expert en sinistre aux discours éloquents, aux dents impeccables et aux costumes coûteux. Lance avait toujours trouvé quelque chose d'onctueux chez cet homme. Son regard sur Candace pendant les fêtes d'entreprise. Tu dis n'importe quoi, dit Candace, mais elle reculait vers la maison. Byron est un ami de la famille. C'est ton amant, dit Isabelle d'un ton neutre. Et il y a 5 ans, je vous ai vu tuer quelqu'un ensemble. Chapitre 2. Révélation. Le silence qui suivit les paroles d'Isabelle fut assourdissant. Lance sentit une froideur et une violence se déployer dans sa poitrine. Une obscurité qu'il avait soigneusement contenue pendant 48 ans. Il avait appris très tôt que les hommes colériques incapables de se contrôler finissaient en prison, voire pire. Son père avait été un tel homme, violent, imprévisible, finalement détruit par sa propre rage. Plutôt que de criminel financier. Montrez-moi, dit Lance. Isabelle ouvrit une présentation numérique sur son ordinateur. Vous vous souvenez de Stuart McCarthy, l'expert qui a rejeté les demandes d'indemnisation médicale de Sarah Chin, l'ancien copain de Byron du bureau régional, non? Eh bien, Stuart est occupé depuis que Byron a disparu. Il a traité plus de 200 refus de réclamation au cours de l'année écoulée, tous des patients cancéreux ou des familles avec des enfants handicapés. Lance a étudié l'écran, ciblant les victimes les plus vulnérables. Exactement. Les personnes trop malades ou trop submergées. Diagramme, j'ai identifié au moins 6 experts en cas de coordination. Je veux les détruire complètement. Les cas, et il a une faiblesse que nous pouvons exploiter, c'est-à-dire qu'il a un problème de jeu, doit de l'argent à des gens très désagréables, de l'argent qui vient du mois prochain. Lance a hoché la tête lentement. Et je pense que Stuart pourrait être intéressé par une proposition, un moyen de rembourser ses dettes et de recommencer ailleurs dans l'échange pour tout. Changement. Je parle d'arrêter un réseau qui vole aux patients cancéreux et aux enfants handicapés. Les méthodes sont ce dont ils ont besoin. Et si certains d'entre eux finissent comme Byron et Candace, alors ils finissent comme Byron et Candace. Lance était calme pendant un long moment. Sa fille avait franchi des lignes que la plupart des gens ne pouvaient même pas voir, était devenue quelqu'un capable de planifier et d'exécuter des régimes de vengeance complexes qui bordaient sur le sociopathe. Mais elle utilisait ses compétences pour protéger les innocents des prédateurs qui opéraient en toute impunité. De quoi avez-vous besoin de moi? Il a demandé. J'ai besoin que tu sois mon partenaire. Officiellement cette fois, la Fondation embauche un nouveau directeur de la sécurité et des opérations spéciales. Je ne sais rien du droit de l'assurance. Vous connaissez la construction, la planification, la gestion de projets, l'allocation des ressources. Le sourire d'Isabelle s'adoucit. Et vous savez prendre soin de problèmes qui ne peuvent pas être résolus par le biais de canaux normaux. Lance pensa à sa vie avant le retour d'Isabelle. Des jours vides passés à maintenir une maison qui avait ressenti une tombe. Des nuits sans sommeil se demandant si sa fille était vivante ou morte. La rage lente qui avait menacé de le consommer complètement. Maintenant, il avait un but. Il avait sa famille. Il avait un travail significatif qui a rendu le monde moins mauvais. Quand je commence, il a demandé. Vous l'avez déjà fait. Le jour où vous êtes entré dans la maison de Byron et que vous avez décidé que certains crimes méritent une attention personnelle. Ils ont travaillé jusqu'à la fin du soir, planifiant leur approche de Stuart McCarthy et de son réseau. Isabelle suivait le groupe depuis des mois, construisant des profils complets, identifiant les vulnérabilités et les points de pression.
Au moment où ils ont quitté le bureau, ils avaient une stratégie détaillée qui détruirait systématiquement la vie de 6 personnes tout en rendant justice à des centaines de leurs victimes. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Lance sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis le retour d'Isabelle. Satisfaction complète. Sa fille était à la maison, ses ennemis étaient morts et il avait un travail significatif qui utilisait toutes les compétences qu'il avait apprises au cours de 48 ans de vie. « Papa » a dit Isabelle en atteignant le parking, « je dois vous dire quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je suis fier de nous. De ce que nous avons construit, ce que nous avons accompli. Il y a 5 ans, je pensais que ma vie était terminée. Maintenant, je pense que ça ne fait que commencer. » Lance a tiré sa fille dans un câlin. Cette jeune femme remarquable qui avait survécu à un traumatisme qui aurait brisé la plupart des gens et émergé plus fort qu'elle ne l'avait jamais été. « Je suis fier de nous aussi, » a-t-il déclaré. Et je suis fier de ce que nous allons faire ensuite. Ils sont rentrés chez eux pendant la soirée de Minneapolis. Le père et la fille unis par le sang et le but et la compréhension que certaines sortes de justice ont obligé à vous salir les mains. La fondation Elliott Kruger poursuivrait son travail officiel, son plaidoyer juridique, son aide financière, sa formation publique sur la fraude à l'assurance. Mais son vrai travail, son travail le plus important, se produirait dans l'ombre. Où les prédateurs ont appris que leurs victimes n'étaient pas aussi impuissantes qu'elles l'avaient supposé. Où les gens qui ont profité de souffrance ont découvert que la souffrance était une rue à double sens. Où les monstres ont découvert ce que c'était que d'être chassés. Lance et Isabelle avaient trouvé leur vocation. Ce serait l'obscurité qui chassait l'obscurité, la violence qui protégeait les innocents, la justice qui opérait hors de la portée du droit. Ce serait ce que le monde avait besoin d'eux pour être, et ils ne s'arrêteraient jamais. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Lance avait juré d'être différent, de réfléchir avant d'agir, de canaliser sa fureur pour trouver un but. Mais en voyant le visage pâle de sa femme et la silhouette tremblante de sa fille, ce contrôle s'effilochait. Intérieurement, dit-il doucement. Candace ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans l'expression de Lance l'arrêta. Ils franchirent la porte d'entrée comme un cortège funèbre. Lance verrouilla le verrou derrière eux, remarquant le sursaut d'Isabelle au bruit. Le salon semblait différent maintenant, contaminé par des secrets. Lance avait fabriqué la plupart des meubles lui-même, la table basse en chêne, le meuble TV, les étagères. C'était leur sanctuaire, leur maison familiale. Maintenant, on aurait dit une scène de crime. Commencez à parler, dit Lance en s'installant dans son fauteuil. Il garda une voix calme, mais ses poings étaient serrés. Isabelle était perchée au bord du canapé, aussi loin que possible de Candace. C'était le 15 septembre 2019. Tu étais à Chicago pour ce grand projet d'hôtel. Tu te souviens? Tu étais censé être absente toute la semaine. Lance se souvenait de la rénovation du Marriott, le plus gros contrat de son entreprise. Il était rentré chez lui à l'improviste mardi soir, voulant faire une surprise à Candace pour leur anniversaire. Je suis rentré plus tôt de l'école parce que j'étais malade. Isabelle continua, quand je suis entré, j'ai entendu des voix au sous-sol. Celle de maman et celle de quelqu'un d'autre. Un homme. Il criait. Candace était devenue blanche. Isabelle, tais-toi, s'il te plaît, dit Lance doucement. Sa femme ferma brusquement la bouche. La voix d'Isabelle s'éleva tandis qu'elle continuait. Je suis allé à la porte du sous-sol et j'ai regardé en bas. Maman était là avec Byron, et il y avait un homme attaché à une chaise. Il était blessé, le visage en sang. Byron tenait un couteau. L'esprit de Lance s'emballa. Le sous-sol avait été son atelier avant la disparition d'Isabelle. Insonorisé, isolé, avec un drain dans le sol en béton pour le matériel de lavage. Ça aurait été parfait pour, qui était cet homme, demanda-t-il. Il s'appelait Denny Elliott, dit Isabelle. J'ai découvert plus tard que c'était un enquêteur engagé par Byron pour suivre quelqu'un. Mais Denny a compris ce que manigançait vraiment Byron. La fraude à l'assurance, les fausses déclarations. Il allait tout révéler. Alors, ils l'ont tué. Lance a dit que ce n'était pas une question. Isabelle a hoché la tête. Ils ont fait comme si c'était un accident. Un accident de voiture sur l'autoroute 35, mais je les ai vus jeter son corps dans le coffre de la voiture de Byron avant. Ils allaient tout mettre en scène. Lance s'est tourné vers Candace, qui fixait le sol. Combien de temps, a-t-il demandé. Combien de temps?
Quoi, murmura-t-elle. Depuis combien de temps es-tu lui? La tête de Candace se redressa brusquement. Lance, laisse-moi t'expliquer. Depuis combien de temps? 3 ans, admit-elle. Ça a commencé après qu'Isabelle ait commencé le lycée. Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours en mission, alors tu as décidé de devenir un meurtrier. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Le sang-froid de Candace se brisa. Denny faisait chanter Byron. Il voulait de l'argent pour garder le silence sur l'affaire de l'assurance, mais il était devenu cupide, il en demandait toujours plus. Byron a dit qu'il fallait qu'on l'arrête. La voix de Lance se réduisit à un murmure. Tu as aidé à tout planifier. J'étais juste là. Je ne savais pas que Byron allait le faire. Tu étais là quand il a torturé cet homme. Isabelle l'interrompit. Tu as tenu le téléphone pendant que Byron l'enregistrait en train d'avouer des crimes qu'il n'avait pas commis. Tu as aidé à nettoyer le sang. Lance se leva lentement, son 1,93 mètres projetant une longue ombre. 25 ans dans le bâtiment lui avaient donné des épaules larges et puissantes, avec des mains capables de briser des blocs de béton. Candace se recroquevilla sur le canapé. Que s'est-il passé ensuite, demanda-t-il à Isabelle. Ils m'ont vu, dit-elle. Maman hurla et Byron me poursuivit avec le couteau. Je courus, je gagnai ma chambre et verrouillai la porte, mais je les entendis se disputer pour savoir quoi faire de moi. Lance serra les dents. Il te menaçait. Byron voulait s'assurer que je ne puisse pas parler. Maman l'a convaincu qu'il y avait une autre solution. Elle disait qu'il ferait croire que j'avais fugué. Une adolescente en difficulté à la maison, avec des antécédents de dépression, des problèmes familiaux. La police penserait que je n'étais qu'une fugueuse parmi tant d'autres. Mais tu as bel et bien fugué. Lance dit qu'Isabelle hocha la tête. Je les ai entendus planifier. Comment ils allaient mettre en scène ma chambre? Quelle histoire ils allaient te raconter? Byron dit, si jamais je revenais, si jamais je parlais, ils te tueraient aussi. Faire passer ça pour un suicide. Un père en deuil ne supportait pas la perte de sa fille. La pièce semblait se refermer. Lance regarda Candace. Cette femme avec qui il partageait son lit depuis plus de 20 ans, qu'il avait aidé à faire le deuil de leur fille disparue tout en sachant exactement où elle était. La trahison était si totale, si monstrueuse que pendant un instant, il en perdit le souffle. Où étais-tu depuis 5 ans, demanda-t-il doucement à Isabelle. Différents endroits, principalement des refuges. Parfois, je logeais chez des gens qui ne posaient pas de questions. Je déménageais sans cesse, j'utilisais de faux noms. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant du Wisconsin. J'ai fait des économies. J'observais de loin, attendant le bon moment. Pourquoi maintenant? Le regard d'Isabelle se durcit, une immaturité qui brisa le cœur de Lance. Parce que Byron devient imprudent. Il a tué un autre enquêteur il y a 3 mois. Pete Kruger a fait passer ça pour un cambriolage, mais cette fois, quelqu'un l'a vu quitter les lieux. La police pose des questions. Lance se tourna vers Candace. Combien de personnes? Avez-vous commis un meurtre? Juste tous les deux, dit rapidement Candace. Et je n'ai jamais vraiment été complice de meurtre. Lance a dit que vous aviez contribué à étouffer l'affaire. Vous avez chassé notre fille de chez elle et m'avez laissé croire qu'elle était morte. Les larmes coulaient sur le visage de Candace. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je voulais te le dire, mais Byron a dit, quoi? Il a dit, si je ne coopérais pas, il te ferait accuser des meurtres. Il fabriquerait des preuves. Fais comme si tu avais tué Denny. Il avait tout planifié. Lance assimila cette information avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour les projets de construction. Les fondations d'abord, puis la charpente, puis les détails. Les fondations étaient simples. Sa femme était une tueuse et une menteuse. Sa fille vivait dans la terreur depuis 5 ans. Et quelque part, Byron Weiss attendait qu'Isabelle sorte de cette maison. Le cadre était tout aussi clair. Byron et Candace avaient commis 2 meurtres impunément. Ils avaient détruit sa famille et volé l'enfance de sa fille. Ils méritaient de payer, mais pas par la voie judiciaire. Cela prendrait des années sans garantie de justice. Non, cela nécessitait une approche plus personnelle. Isabelle, dit-il d'une voix redevenue calme. J'ai besoin que tu ailles dans ta chambre et que tu fasses tes valises. On part.
Où allons-nous, demanda-t-elle. Lance sourit, et ce n'était pas une expression agréable. En lieu sûr. Pendant que je m'occupe d'une affaire en suspens. Lance, s'il te plaît, supplia Candace. On peut arranger ça. Je témoignerai contre Byron. Aide-moi à le mettre en prison. Tu vas faire exactement ce que je te dis de faire, dit Lance doucement. Et si tu dévies de mes instructions, même légèrement, je ferai en sorte que le monde sache quel genre de monstre tu es vraiment avant de te tuer moi-même. Candace resta figée. En 22 ans de mariage, elle n'avait jamais entendu Lance parler avec une telle certitude. Que veux-tu que je fasse, murmura-t-elle. Lance s'approcha de la fenêtre et regarda à travers les stores. La BMW argentée était toujours là, moteur tournant. Byron s'impatientait probablement, se demandant ce qui prenait autant de temps. Lance commença par dire, tu vas l'appeler. Dis-lui que tout s'est bien passé, qu'Isabelle garde le silence et que tu le verras demain soir pour discuter de la suite. Et le sourire de Lance s'élargit. Alors tu vas m'aider à le détruire. Chapitre 3. Le coup monté. Lance avait toujours été un planificateur. Dans la construction, on apprenait très tôt que le moindre oubli pouvait faire s'écrouler un bâtiment entier. Mesurer 2 fois, couper 1 fois, vérifier les fondations avant d'ajouter du poids. Tenir compte de la météo, des conditions du sol, des erreurs humaines. Ces principes lui avaient été utiles en affaires, et il le servirait encore mieux pour se venger. Pendant qu'Isabelle préparait ses affaires essentielles, Lance était assis à sa table de cuisine, un bloc-notes à la main, esquissant ce qu'il appelait en privé le projet de démolition. Candace était blottie dans un coin, son téléphone dans ses mains tremblantes, attendant son signal pour appeler Byron. Avant de passer cet appel, dit Lance sans lever les yeux de ses notes. J'ai besoin de comprendre la situation dans son ensemble. Combien de déclarations de sinistre Byron a-t-il déposées frauduleusement? Je ne sais pas exactement, murmura Candace. Des dizaines, peut-être plus. Il a fait cela fait des années. Faux accidents, vols simulés, déclaration de dommages gonflés, et votre rôle. J'ai traité les demandes d'indemnisation, veillé à ce qu'elles soient approuvées rapidement, et j'ai enterré tous les signaux d'alarme dans le système. Lance hocha la tête, continuant d'écrire. Qui d'autre le sait? Personne. Byron est très prudent. Il ne fait affaire qu'avec des clients qui paient comptant. Des gens qui ne posent pas de questions. Et sa famille? Candace avait l'air perplexe. Sa famille. Est-il marié? Des enfants? Des gens qui comptent pour lui? Il était marié. Divorcé il y a 2 ans. Pas d'enfant. Son ex-femme a déménagé en Californie. Lance a ajouté une autre remarque. Un homme sans liens familiaux était plus difficile à contrôler, mais cela signifiait aussi moins de témoins innocents. Qu'en est-il de ses finances, de ses biens? Il a de l'argent caché à l'étranger. Des comptes aux îles Caïmans. Je pense que l'argent de l'assurance ne va pas à sa banque habituelle. Il a tout un système à part. Des propriétés, une maison au bord du lac, des voitures de luxe. Il parle toujours d'acheter un bateau. Lance a levé les yeux pour la première fois depuis le début de son interrogatoire. Où pense-t-il que tu es en ce moment? Je lui ai dit. Je m'occupais d'Isabelle, m'assurant qu'elle comprenne les conséquences de ses paroles. Et qu'est-ce qu'il s'attend à ce qu'il se passe ensuite? La voix de Candace était à peine audible. Il veut la déménager dans un endroit plus permanent. Il fait pression sur moi pour convaincre Isabelle de partir avec lui de son plein gré. Il dit qu'il a une place de prévue. Lance sentit sa rage monter à nouveau. Il veut la tuer. Je ne sais pas. Peut-être. Il parle de plan d'urgence. Lance se leva et marcha vers Candace, qui recula à son approche. Mais au lieu de la frapper, il s'agenouilla jusqu'à ce qu'il soit à hauteur d'yeux. Voilà ce qui va se passer, dit-il doucement. Tu vas appeler Byron et lui dire qu'Isabelle coopère. Tu vas lui donner rendez-vous demain soir à sa maison au bord du lac. Tu vas lui dire que tu as un plan pour gérer définitivement la situation d'Isabelle, mais que tu as besoin de son aide. Quel genre de plan? Tu vas suggérer qu'Isabelle disparaisse à nouveau, mais cette fois, au lieu de s'enfuir, elle aura un accident. Quelque chose qui ne pourra être relié à aucun de vous. Les yeux de Candace s'écarquillèrent. Il voudra des détails. Tu lui diras que tu y penses depuis des semaines. Isabelle t'a appelé il y a 1 mois,
menaçant de se manifester. Tu l'as convaincue de te rencontrer d'abord pour discuter, mais tu réalises maintenant qu'elle ne restera jamais silencieuse. La seule solution est d'éliminer la menace et l'accident. Le sourire de Lance était glacial. Tu suggéreras à Isabelle d'aller faire un tour avec Byron dans un endroit isolé. La voiture quitte la route et tombe dans le lac. Accident tragique. Jeune femme perturbée. Elle rentre enfin à la maison après 5 ans, mais ne supporte pas la pression. Elle se suicide. Candace tremblait maintenant. Il va y aller. Byron aime les solutions simples. Je comptais bien. Lance retourna à sa place. Passez l'appel. Candace composa le numéro d'une main hésitante. Le téléphone sonna 3 fois avant que la voix douce de Byron ne réponde. Alors, comment ça s'est passé? Elle est là, dit Candace, s'efforçant de calmer sa voix. Elle ne parlera pas, tu es sûr? Elle semblait plutôt déterminée quand elle était plus jeune. J'ai géré, mais Byron, on doit se voir demain soir. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Une pause? De quoi s'agit-il? Le problème Isabelle. Je crois avoir une solution, mais j'ai besoin de ton aide. On ne peut pas en discuter maintenant? Pas par téléphone. Retrouve-moi chez toi demain à 21h. Et Byron, ce doit être la dernière fois. Je ne peux pas continuer comme ça. Une autre pause. Plus longue cette fois. D'accord. 21h. Et Candace, assure-toi que tu n'es pas suivi. La ligne fut coupée. Candace regarda Lance avec un mélange de peur et de confusion. Que se passe-t-il demain soir? Demanda-t-elle. Demain soir, Byron Weiss apprendra ce qui arrive à ceux qui menacent ma famille. Isabelle. Apparut dans l'embrasure de la porte, un petit sac marin à la main. Elle paraissait jeune et fragile, mais Lance pouvait voir dans ses yeux une force d'acier qu'il n'y avait pas auparavant. 5 ans de survie avaient endurci sa petite fille et l'avaient rendue plus forte. Papa, et la police? Si nous avons des preuves, la police exigera des témoignages, des témoins, des preuves qui tiennent la route devant un tribunal. Lance a dit que cela prend du temps, des avocats, des appels, des accords, et qu'il y a toujours une chance qu'il soit libéré. Alors, nous faisons justice nous-mêmes. Lance a examiné le visage de sa fille. Je fais justice moi-même. Tu vas en lieu sûr pendant que je nettoie ce bazar. Non, a dit Isabelle fermement. Je cours depuis 5 ans. J'en ai assez de courir. Si tu fais ça, je veux t'aider. Absolument pas papa, je connais Byron mieux que toi. Je sais comment il pense, comment il réagit sous la pression. Tu as besoin de moi. Lance aurait voulu refuser de protéger Isabelle de tout nouveau traumatisme. Mais en la regardant maintenant, il a réalisé qu'elle n'était pas la jeune fille de 16 ans effrayée qui avait fui cette maison. C'était une survivante, et les survivants comprenaient qu'il fallait parfois se défendre. Qu'est-ce que tu avais en tête? A-t-il demandé prudemment. Isabelle a posé son sac et les a rejoints à table. Byron a un point faible. Il est paranoïaque, mais aussi arrogant. Il se croit plus intelligent que tout le monde, surtout les femmes. Si on arrive à le convaincre qu'il maîtrise la situation, il fera des erreurs. Quelles erreurs? Il voudra se vanter d'avoir été intelligent. Et pendant qu'il parlera, il ne surveillera pas ses arrières. Lance réfléchit à la question. Tu veux porter un micro? Mieux que ça, dit Isabelle en sortant un petit appareil que Lance ne reconnut pas. Je me prépare à cette confrontation depuis 2 ans. Je sais qu'on aura besoin de preuves, mais pas pour la police. Pour faire pression. Qu'est-ce que c'est? Une caméra vidéo. Une transmission sans fil haute définition. Je peux la cacher n'importe où. Il a diffusé les images sur un serveur sécurisé. Même si quelque chose arrive à la caméra, les preuves survivent. Lance ressentit une vague de fierté mêlée de tristesse. Sa fille avait été forcée de grandir vite, d'acquérir des compétences dont aucune jeune femme ne devrait avoir besoin. Mais elle avait survécu, et maintenant elle était prête à riposter. D'accord. Mais nous le faisons à ma façon. Pas de risques inutiles, pas d'héroïsme. Byron et Candace vont payer pour ce qu'ils ont fait, mais nous en sortirons tous vivants. Isabelle hocha la tête. Candace les fixa du regard, commençant enfin à comprendre qu'elle n'était plus un acteur dans ce jeu. Elle était un pion,
et les pions étaient sacrifiables. Encore une chose, dit Lance debout. Candace, tu vas tout écrire. Nom, date, montant, compte, chaque détail de l'opération de Byron et de ton implication. Considère ça comme une assurance. Une assurance contre quoi? L'expression de Lance était glaciale. Une assurance contre ma décision de vous tuer tous les deux est plus simple que de le tuer lui-même. Alors que la nuit tombait sur leur rue de banlieue, Lance commença à rassembler les outils dont il aurait besoin pour le travail du lendemain. Il avait bâti sa réputation sur des fondations solides et un savoir-faire artisanal. Il était temps de construire quelque chose de différent. Un piège qui écraserait Byron Weiss aussi profondément qu'il écraserait la famille de Lance. La démolition allait commencer. Chapitre 4. La maison du lac. Byron Weiss vivait comme un homme qui n'avait jamais connu de véritables conséquences. Sa maison au bord du lac s'étendait sur un terrain immaculé de 5 hectares, avec un quai privé et une rampe de mise à l'eau qui avait coûté plus cher que la plupart des maisons. La maison elle-même était un monument aux fenêtres pléthoriques, à la pierre importée, et à un marchand de vin capable d'approvisionner un petit restaurant. C'était le genre d'endroit qui annonçait la richesse sans goût, le succès sans substance. Lance surveillait la propriété depuis 6 heures, notant les caméras de sécurité, les détecteurs de mouvement, l'unique route d'accès qui pouvait être facilement bloquée. Byron se sentait en sécurité ici, isolé du monde qu'il avait manipulé. Ce sentiment de sécurité allait le perdre. À 20h47, Lance regarda à la jumelle la BMW argentée de Byron s'engager dans l'allée circulaire. L'homme en sortit, exactement comme Lance le se souvenait. Grand, mince, avec des cheveux grisonnants prématurément qui, selon lui donnaient probablement une allure distinguée. Il portait une chemise en soie et des chaussures italiennes qui coûtaient plus cher que le paiement du camion de Lance. 13 minutes plus tard, Candace arriva dans sa Lexus blanche. Elle s'habillait avec soin pour ce rendez-vous. Lance remarqua, un chemisier décolleté. Jupe courte, talons qui claquaient sur l'allée de pierre, elle jouait le rôle de la conspiratrice et de l'amante dévouée. Même maintenant, face à la destruction totale, elle continuait à jouer. Lance regarda sa montre. 21h pile. L'heure de s'inviter à la fête. Il avait garé son camion à 400 mètres de la route d'accès, caché derrière une pinède. Le chemin jusqu'à la maison le conduisit à travers une forêt dense, au sol meuble par des décennies de feuilles mortes. Il se déplaçait silencieusement malgré sa taille. Une autre compétence acquise au cours d'années de chasse avec son père, avant que la colère du vieil homme ne détruise tout ce qui les unissait. La maison au bord du lac était conçue pour recevoir, ce qui impliquait un éclairage extérieur important et de grandes fenêtres. Lance pouvait voir dans le salon principal où Byron et Candace étaient assis aux extrémités opposées d'un canapé en cuir, verre à vin à la main. On aurait dit des acteurs jouant mal leur rôle. Trop de tension, trop de nonchalance forcée. Isabelle était déjà en position. Elle était arrivée 1 heure plus tôt avec le double de clés que Candace lui avait fourni des années plus tôt lorsqu'on lui avait demandé d'arroser les plantes pendant la fête de Byron. Vacances. La caméra était cachée dans le meuble de divertissement, positionnée pour capturer toute la conversation. Isabelle elle-même était dissimulée dans le bureau de Byron, observant par la porte entr'ouverte. Lance activa son écouteur, un système radio à courte portée qu'Isabelle s'était procuré avec son autre équipement de surveillance. La voix de sa fille résonna clairement. « Il parle de toi, papa. » Byron se demande pourquoi maman veut gérer ça personnellement. « Tu entends tout ? » Parfaitement net. La caméra enregistre. Byron vient de demander à maman si elle est sûre que tu ne te doutes de rien. Lance sourit d'un air sombre. La paranoïa de Byron était perceptible, ce qui signifiait qu'il était déjà déséquilibré. Bien. Lance s'approcha de la maison par le bord du lac, là où les ombres étaient les plus profondes. La porte de derrière était déverrouillée. Candace y avait veillé. Il se glissa à l'intérieur et traversa la cuisine obscure en suivant le son des voix. « Il faut avoir l'air parfaitement naturel », disait Candace. Aucun signe de lutte, aucune preuve que quelqu'un d'autre soit impliqué. « Es-tu certain qu'Isabelle coopérera ?» demanda Byron. Elle semblait différente quand je l'ai vue. Plutôt. Plus déterminée. Elle a peur. Candace a menti avec aisance. 5 ans de cavale l'ont brisée. Elle veut juste que ça s'arrête. Lance s'est placé dans le couloir adjacent au salon, suffisamment près pour intervenir si nécessaire,
mais toujours caché par son oreillette. La voix d'Isabelle était ferme. Byron se dirige vers la fenêtre. Il regarde vers l'allée. Je n'aime toujours pas ça, dit Byron en retournant à sa place. Peut-être devrions-nous reconsidérer toute cette approche. Il existe d'autres moyens de garantir le silence, comme des méthodes permanentes, propres, efficaces, intraçables. Candace posa son verre de vin. Tu veux dire la tuer? Je veux dire résoudre le problème définitivement. Isabelle est une impasse. Les impasses de Candace ont le don de tout défaire. Lance sentit sa mâchoire se serrer. Entendre Byron parler du meurtre d'Isabelle avec tant de désinvolture, comme une décision professionnelle, fit retomber ce contrôle prudent. Ce n'est qu'une fille, dit Candace, bien que Lance ait décelé quelque chose de performatif dans son ton. Elle est témoin d'un meurtre. Byron corrigeait. Et maintenant, elle est majeure et peut témoigner sans le consentement de ses parents. Tu veux vraiment passer le reste de ta vie à te demander quand elle se décidera à se manifester? Par l'oreillette. Papa. Byron vient de s'installer à son bureau. Il ouvre un tiroir. Lance se tendit. Qu'est-ce qu'il a? Je ne vois rien d'ici. Attends. Il revient avec quelque chose à la main. Ça pourrait t'aider à comprendre l'urgence. Dit Byron en brandissant ce qui ressemblait à une photo. J'ai demandé à un ami du commissariat de police de vérifier la description d'Isabelle dans les bases de données des personnes disparues. Elle a utilisé au moins 3 identités différentes au cours des 5 dernières années, Sarah Chin, Maria Santos, Jennifer Walsh. Candace se pencha en avant. Comment est-ce possible? Les fausses identités ne sont pas difficiles à obtenir si on connaît les bonnes personnes. Mais voilà le point intéressant. L'une de ces identités a un casier judiciaire. Vol à l'étalage, surtout des petits détails, mais suffisants pour établir un schéma d'instabilité. Où veux-tu en venir? Byron. Son sourire était prédateur. J'en arrive au doute raisonnable. Si Isabelle raconte son histoire, nous la dépeignons comme une jeune femme perturbée avec des antécédents de maladie mentale et de petite délinquance. Nous suggérons qu'elle invente des histoires pour attirer l'attention, essayant de blâmer sa famille pour ses propres échecs. C'est. Candace marqua une pause. C'est vraiment brillant. Ça s'améliore. J'ai documenté le comportement obsessionnel de votre mari depuis la disparition d'Isabelle. Les détectives privés. Les trajets nocturnes vers les sites de recherche. Le problème d'alcool qu'il a développé. Les points de lance serrés. Problème d'alcool. Il avait bu quelques verres de trop lors de nuits difficiles, mais cela n'avait jamais interféré avec son travail ou sa recherche d'Isabelle. Nous présentons Lance comme un homme instable qui ne pouvait accepter les choix de sa fille. Byron continua. Quand Isabelle rentre enfin à la maison, il craque. Meurtre-suicide. Fin tragique d'une famille détruite par les secrets. Vous voulez tuer Lance aussi? La voix de Candace était faible. Je veux éliminer toutes les variables, dit Byron. Lance, Isabelle, tous ceux qui pourraient poser des questions gênantes. Table rase, nouveau départ. Dans l'écouteur, la voix d'Isabelle était glaciale. Papa, j'en ai assez entendu. Finissons-en. Lance entra dans le salon. Je suis tout à fait d'accord, dit-il doucement. Chapitre 5. Confession. Le verre de vin de Byron se brisa sur le parquet. Candace halta et se blottit contre les coussins du canapé. Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le tic-tac de la coûteuse horloge de parquet de Byron et le doux clapotis de l'eau du lac sur le quai. Lance, dit Byron d'une voix soigneusement contrôlée malgré le choc évident. C'est inattendu, n'est-ce pas? Lance entra dans la pièce avec un calme délibéré, les mains visibles et vides. Tu prévois de me tuer depuis des semaines, apparemment. J'ai pensé que je devrais passer te voir pour discuter des détails. La main droite de Byron glissa vers la poche de sa veste. Lance remarqua le mouvement et sourit. Je ne le ferai pas, dit Lance doucement. Vous êtes déjà en infériorité numérique, et je vous garantis que vous êtes en infériorité numérique. Inférieur en nombre? Byron regarda frénétiquement autour de lui. Il n'y a que vous. En fait, ce n'est pas le cas. Isabelle sortit du bureau. Le pistolet de service de Byron, celui qu'il gardait dans le tiroir de son bureau, était tenu avec compétence à 2 mains. Elle avait appris à tirer pendant ses années de cavale.
Lance réalisa avec un mélange de fierté et de tristesse. Bonjour, Byron, dit Isabelle. Tu me manques? Le visage de Byron oscillait entre plusieurs émotions, surprise, peur, colère, et enfin calcul. Lance pouvait presque voir l'esprit de cet homme travailler, cherchant des angles, des avantages, un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Isabelle, dit Byron en forçant un sourire. Tu as l'air en bonne santé. Je suis content que tu sois rentré sain et sauf. Vraiment? Parce qu'il y a 5 minutes, tu prévoyais de me tuer et de faire accuser mon père. Tu as mal compris. J'ai parfaitement compris. Tout comme j'ai compris il y a 5 ans, quand tu as torturé Denny Elliott à mort dans notre sous-sol. Byron jeta un coup d'œil à Candace qui fixait le sol. Candace, explique-leur. Expliquez quoi? Interrompit Lance. Comment tu as été à ma femme pendant 3 ans? Comment tu l'as rendue complice de meurtre? Comment tu as chassé ma fille de chez elle? Je vois que tu es bouleversé, dit Byron, son ton prenant le ton raisonnable d'un homme habitué à parler pour se sortir des ennuis. Mais il y a des faits que tu ne comprends pas. La complexité m'éclaire. Byron redressa sa chemise en soie et sembla retrouver un peu de sang-froid. Denny Elliott n'était pas un enquêteur innocent. C'était un maître chanteur qui extorquait de l'argent aux compagnies d'assurance depuis des années. Il avait des dossiers sur des dizaines de personnes. De fausses déclarations. Pas seulement les miennes, mais aussi des affaires légitimes pour lesquelles il avait contribué à fabriquer des preuves. Alors, vous l'avez tué. Je me suis défendu. Denny est venu dans mon bureau avec une arme, exigeant plus d'argent. Nous avons lutté. Le coup est parti. Tout ce qui a suivi n'a été que du contrôle des dégâts. Lance a regardé Isabelle. C'est comme ça que tu t'en souviens? Il ment, dit Isabelle d'un ton neutre. Denny était attaché à une chaise. Byron l'a torturé pendant des heures pour qu'il révèle à qui d'autre il avait parlé de la fraude à l'assurance. Comme Denny refusait de céder, Byron l'a tué. Elle est traumatisée, dit Byron rapidement. La mémoire peut jouer des tours. J'ai une vidéo, dit Isabelle. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Quoi? Chuchota Byron. Isabelle fouilla dans sa veste et en sortit un petit appareil photo numérique. J'ai tout enregistré par une fente de la porte du sous-sol. 5 ans de thérapie m'ont aidé à comprendre que j'avais besoin de preuves si je voulais un jour obtenir justice. Le visage de Byron était devenu pâle. C'est impossible. Tu avais 16 ans. Tu t'es enfui. J'avais 16 ans, mais je n'étais pas stupide. Et je ne me suis enfui qu'après avoir caché la caméra et récupéré la carte mémoire. Lance ressentit une sorte d'émerveillement en regardant sa fille. Elle préparait cette confrontation depuis des années, accumulant des preuves, apprenant des techniques, attendant le bon moment. Elle lui ressemblait plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Montre-lui, dit Lance. Isabelle fit défiler la mémoire de la caméra et brandit le petit écran. Même de l'autre côté de la pièce, Lance pouvait voir les images granuleuses mais indubitables de Byron tenant un couteau tandis qu'un homme ligoté hurlait. Espèce de petite garce, grogna Byron, son masque finissant par tomber. Tu aurais dû rester là. Peut-être, dit Isabelle. Mais alors, j'aurais raté ta brûlure. Byron se jeta sur elle, plus vite que Lance ne l'avait prévu. Mais Isabelle était prête. Elle s'écarta et abattit violemment le pistolet sur la tempe de Byron. Il tomba à genoux, le visage ensanglanté. Reste couché, dit Isabelle d'une voix ferme. Lance se tourna vers Candace, qui hyperventilait sur le canapé. À ton tour de parler. Je ne peux pas, balbutia Candace. Commence par Pete Kruger, dit Lance. Le deuxième enquêteur que vous avez tué. La bouche de Candace s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Byron gémit et essaya de se redresser, mais Isabelle pressa le canon de son arme contre son cou. Pete s'approchait trop. Candace finit par dire qu'il avait trouvé des liens entre la mort de Denny et certaines déclarations d'assurance de Byron. Byron dit qu'il fallait l'arrêter avant qu'il n'aille à la police. Donc, vous l'avez attiré quelque part et vous l'avez tué. Je n'ai tué personne, protesta Candace. J'ai juste fourni des alibis. J'ai veillé à ce que Byron ait des explications sur l'endroit où il se trouvait. Complice de meurtre, dit Lance. C'est la prison à vie, Candace. À condition que tu vives assez longtemps pour être jugé.
Byron rit faiblement depuis le sol. Tu crois avoir gagné quelque chose? Tu crois que c'est fini pour moi? J'ai des assurances que tu ne peux pas imaginer, comme des caches de preuves, des interrupteurs d'hommes morts, des gens qui savent repérer certains signaux. Byron se remit péniblement à genoux, le sang coulant encore de sa blessure à la tête. Si je disparais, s'il m'arrive quelque chose, chaque détail de l'implication de ta précieuse Candace deviendra public. Lance étudia le visage de Byron, à la recherche d'indices. L'homme était désespéré, cherchant un moyen de pression, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il ne bluffait pas complètement. Quel genre de preuves sont payantes? Demanda Lance. Photos, vidéos, relevés financiers, tout ce qu'il fallait pour prouver que Candace avait planifié et participé à de multiples meurtres. Le sourire de Byron était hideux. Tuez-moi et elle mourra aussi. Laissez-moi partir et peut-être que je me tairai, ou dit Isabelle à voix basse. On pourrait tout simplement vous tuer tous les deux. Les mots flottaient dans l'air comme un défi. Lance regardait sa fille de 21 ans, braquée sur l'homme qui avait détruit son enfance, parlant de meurtre sur le même ton qu'elle emploierait pour commander un café. 5 années de survie l'avaient changé d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. C'est une option, acquiesça Lance. Mais j'ai une meilleure idée. Byron et Candace le regardèrent tous deux avec un espoir désespéré. Tu vas avouer, dit Lance à tout ce qui était filmé. En détail, et ensuite tu vas disparaître. Disparaître comment? Demanda Byron. Le sourire de Lance était glacial. Définitivement. Chapitre 6. Les aveux. Lance avait appris la valeur des documents durant ses années dans le bâtiment. Les inspecteurs voulaient des dossiers. Les clients exigeaient des reçus. Les compagnies d'assurance exigeaient des preuves. Les traces écrites protégeaient tout le monde, sauf quand elles ne le faisaient pas. Ce soir, il créerait un autre type de dossier, un dossier qui servirait la justice plutôt que la bureaucratie. Isabelle repositionna sa caméra tandis que Lance attachait Byron et Candace aux chaises de la cuisine avec des serre-câbles qu'il avait apportés dans sa boîte à outils. Byron continuait à tester ses entraves avec la persévérance méthodique d'un homme qui avait manifestement déjà vécu des situations similaires. Candace restait assise, les yeux fixés sur ses mains, les larmes aux yeux. Voilà comment ça va se passer, expliqua Lance en tirant une troisième chaise pour leur faire face. Tu vas tout me raconter. Chaque détail de ta fraude à l'assurance, chaque meurtre, chaque crime, et tu vas le faire devant la caméra, et si nous refusons, demanda Byron. Lance fit un geste vers Isabelle, qui ajustait les angles de caméra avec une efficacité professionnelle. Puis ma fille se mit à publier une vidéo de toi torturant Denny Elliott sur tous les réseaux sociaux qu'elle trouva, avec ton nom complet, ton adresse et ton lieu de travail. Ça ne tiendra pas devant un tribunal. Qui a parlé de tribunal? Interrompit Lance. Je ne m'intéresse pas au procès, aux avocats et aux appels. Je m'intéresse à la justice. La justice de rue. Le visage de Byron se crispa de compréhension. Tu parles de meurtre commis par un justicier. Je parle de dératisation. Lance se tourna vers Candace, qui tressaillit sous son regard. Tu veux commencer? Parle-moi de Denny Elliott. Je te l'ai déjà dit. Tu m'as menti. Maintenant, dis-moi la vérité. Candace lança un regard désespéré à Byron, qui lui adressa un hochement de tête presque imperceptible. Lance capta l'échange et le classa. Même maintenant, même ligoté et menacé de mort, ils continuaient de coordonner leurs histoires. Denny enquêtait sur les demandes d'indemnisation de Byron. Candace commença lentement. Il avait trouvé des schémas, des irrégularités dans les documents. Byron avait essayé de l'acheter, mais Denny voulait plus d'argent que nous ne pouvions nous le permettre. Alors, tu as décidé de le tuer. Byron a décidé, j'ai accepté. Les détails, dit Lance d'un ton neutre. Candace prit une inspiration tremblante. Byron a attiré Denny chez nous, lui a dit qu'il avait des preuves d'autres demandes frauduleuses, des poissons plus gros que la seule opération de Byron. Denny est venu au sous-sol pour consulter les dossiers, et Byron attendait. Il a frappé Denny avec un marteau, la somme. Quand Denny se réveilla, il était attaché à la chaise. Lance jeta un coup d'œil à Isabelle, qui enregistrait tout d'une main ferme. Le visage de sa fille était figé, mais il pouvait lire la douleur dans ses yeux tandis que Candace racontait les événements qui avaient détruit son enfance. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Lance. Byron voulait savoir à qui d'autre Denny avait parlé,
ce que savaient les compagnies d'assurance. Si d'autres enquêteurs travaillaient sur l'affaire. La voix de Candace baissait. Denny ne répondit pas. Il disait qu'il préférait mourir plutôt que d'aider Byron à dissimuler d'autres crimes. Alors Byron le tortura pendant des heures, le taillada, le brûla avec des cigarettes, lui cassa les doigts. Denny répétait sans cesse qu'il ne faisait que son travail. Que tout ce qu'il voulait, c'était révéler la vérité. Byron parla pour la première fois depuis le début de l'enregistrement. C'était un imbécile moralisateur qui se croyait meilleur que tout le monde. C'était un homme honnête qui essayait d'arrêter les criminels. Dit Isabelle doucement. Comme toi, Byron rit amèrement. Honnête. Denny détournait l'argent de son employeur, acceptant des pots de vin de demandeurs pour falsifier des rapports. Il était aussi corrompu que n'importe qui. Cela ne justifie pas de le torturer à mort, dit Lance. N'est-ce pas? D'après mon expérience, tout le monde a un prix. Tout le monde a des secrets. Le secret de Denny, c'était qu'il était un hypocrite devenu cupide. Lance se leva et marcha derrière la chaise de Byron. Quel est ton secret, Byron? Que veux-tu dire? Tout le monde en a un, d'après toi. Le tien? Byron resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla enfin, sa voix avait perdu son assurance policée. J'aime faire du mal aux gens. Toujours à moitié. Même enfant, je trouvais des moyens de faire souffrir sans me faire prendre. Des petits animaux d'abord, puis des plus gros. Finalement, j'ai compris que je pouvais en faire mon métier. Fraude à l'assurance. La fraude à l'assurance, c'était juste l'argent. La vraie récompense, c'était de trouver les personnes les plus vulnérables après des accidents, des incendies de maison, des urgences médicales, et de décider si elles méritaient d'être aidées ou de souffrir davantage. Lance sentit un froid lui monter à l'estomac. Combien de personnes as-tu détruites? Détruites? Des centaines? Tu n'as tué que Denny et Pete. Et tu as apprécié ça. J'ai apprécié avoir le pouvoir. Des décisions de vie ou de mort, se jouant à Dieu. Lance regarda Candace. Et tu es tombée amoureuse de ce monstre. Je l'ignorais. Murmura Candace. Pas au début. Byron était charmant, brillant, attentionné, tout ce que tu n'étais pas. Quand as-tu découvert qui il était vraiment? La nuit où Denny est mort. J'ai vu de quoi Byron était capable, et j'étais terrifié. Mais à ce moment-là, j'étais impliqué. Il a dit que si j'essayais de partir, il me ferait porter le chapeau. Alors tu es resté et tu l'as aidé à tuer Pete Kruger. Candace hocha la tête, lamentablement. Pete se rapprochait de la vérité. Byron a dit que c'était lui ou nous. Comment as-tu fait? J'ai attiré Pete à une réunion. Je lui ai dit que j'avais des preuves de la mort de Denny. Byron attendait dans le parking où nous devions nous retrouver. Il a tiré sur Pete et a fait passer ça pour un vol. Lance retourna à sa chaise et s'assit. Souhaitez-vous avouer autre chose pendant l'enregistrement? Byron et Candace échangèrent un nouveau regard. Il y avait autre chose. Lance réalisa quelque chose qu'il cachait encore. La nuit où Isabelle disparut, Byron dit, enfin, on ne l'a pas seulement menacée. On l'a forcée à regarder. Regarder quoi? On a eu un autre problème. Un expert en sinistre, Thomas Puy, posait des questions sur certains de nos anciens dossiers. On l'a amené à la maison ce soir-là pour régler la situation. Isabelle est devenue blême. Il y a eu un troisième meurtre. Thomas n'est pas mort, dit Byron. On voulait juste qu'il comprenne les conséquences de la poursuite de l'enquête. Alors on lui a montré la vidéo de Denny, on lui a fait regarder toute la scène, puis on lui a expliqué ce qui lui arriverait, à lui et à sa famille, s'il ne se retirait pas. Mais Isabelle a vu ça. Lance dit qu'elle nous a vus avec Thomas. Elle nous a entendu menacer de tuer sa femme et ses enfants s'ils ne coopéraient pas. Elle a compris que nous n'étions pas que des criminels. Nous étions des monstres qui faisaient du mal à des innocents pour nous protéger. Lance se tourna vers Isabelle. C'est pour ça que tu t'es enfui? Pas seulement parce qu'il te menaçait, mais parce que tu savais qu'il continuerait à tuer. Isabelle hocha la tête, les larmes coulant enfin. Je ne pouvais pas les laisser faire du mal à qui que ce soit à cause de ce que je savais. Alors, j'ai disparu, espérant que ça mettrait fin à tout. Mais ça n'a pas été le cas, dit Byron avec satisfaction. Parce que nous voilà tous là, 5 ans plus tard,
et le nombre de morts continue d'augmenter. Lance se leva lentement. Les aveux étaient complets. Byron et Candace avaient détaillé leurs crimes, reconnu leur culpabilité et révélé toute l'étendue de leur mal. La vidéo servirait de preuve si nécessaire, mais Lance n'avait aucune intention de la remettre aux autorités. « Isabelle, dit-il doucement. Prends la caméra et va attendre dans le camion. »« Papa, va-t'en. » Isabelle hésita, puis rassembla son équipement et sortit par la porte arrière. Lance attendit d'entendre la porte se fermer, puis se tourna vers ses prisonniers. « Un dernier mot, demanda-t-il. Byron rit. « Tu crois être le gentil dans cette histoire? Tu es sur le point de commettre un double meurtre, Lance. Ça te rend comme nous. » « Non, dit Lance en sortant un couteau de sa ceinture. Ça me rend meilleur parce que je tue des monstres pour protéger des innocents. Tu as tué des innocents pour protéger des monstres. Candace sanglotait. S'il te plaît, Lance. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Lance regarda la femme qu'il avait aimée pendant 22 ans, la mère de son enfant, la personne en qui il avait eu une confiance absolue. Elle l'avait trahi de toutes les manières possibles. Mais la voir s'effondrer ainsi lui faisait encore mal. Je sais que tu le hais, dit-il doucement. Mais les excuses ne ramènent pas ceux que tu as aidés à tuer. Les excuses ne rendent pas à Isabelle son enfance. Les excuses n'effacent pas 5 ans d'enfer. Et la clémence? Chuchota Candace. Lance sourit tristement. Je vais faire vite. C'est toute la clémence que tu as méritée. Il commença par Byron. Chapitre 7. Nettoyage. Lance avait toujours été méthodique pour nettoyer les chantiers. Les outils étaient remis à leur place. Les débris étaient éliminés comme il se doit. Les zones de travail étaient laissées impeccables pour le lendemain. Les mêmes principes s'appliquaient aux autres types de nettoyage, même si les méthodes d'élimination étaient forcément différentes. La maison de Byron au bord du lac était suffisamment isolée pour que le bruit des outils électriques n'attire pas l'attention. Lance avait apporté sa scie circulaire portative, une bâche en plastique résistante et une glacière remplie de glace. Byron avait eu la gentillesse d'installer un congélateur au sous-sol, probablement pour conserver le poisson de ses excursions du week-end, même si Lance soupçonnait qu'il aurait pu servir à d'autres fins. Le plus dur n'était pas le travail physique. Lance avait abattu des cerfs pendant 20 ans, et l'anatomie humaine n'était pas si différente. Le plus dur était de rester concentré tandis que son esprit dérivait sans cesse vers Isabelle qui l'attendait dans le camion. Sa fille avait vu assez de violence pour une vie. Elle n'avait pas besoin de connaître les détails de ce qu'il faisait à l'intérieur. À 3 heures du matin, la maison était propre. Byron et Candace avaient été réduits en miettes et enfermés dans de lourds sacs de chantier. Lance avait nettoyé chaque surface à l'eau de javel, passé l'aspirateur à fond et utilisé une lampe UV pour vérifier les traces de sang. Le congélateur du sous-sol contenait désormais 2 pêcheurs de moins qu'auparavant. Il trouva Isabelle endormie sur le siège passager de son camion, son matériel photo soigneusement fixé sur ses genoux. Elle paraissait plus jeune dans son sommeil, plus proche de l'adolescente disparue 5 ans plus tôt, mais même inconsciente. Elle se tenait avec une lassitude qui brisa le cœur de Lance. « C'est fait, dit-il doucement en démarrant le moteur. Isabelle ouvrit aussitôt les yeux, une autre technique de survie qu'elle avait apprise pendant son exil. Vraiment? Ils ne feront de mal à personne. Isabelle hocha la tête et se cala dans son siège. Elle ne demanda pas de détails, et Lance n'en donna pas. Certaines conversations pouvaient attendre le lever du jour. Ils roulèrent dans un silence confortable vers le petit motel où Isabelle séjournait depuis son retour. C'était le genre d'endroit où l'on payait en espèces et où l'on ne posait pas de questions. Parfait pour quelqu'un qui a vécu 5 ans en marge du système. Et maintenant, demanda Isabelle en arrivant sur le parking. Maintenant, on attend, dit Lance. Byron et Candace vont disparaître un moment avant que quiconque ne s'en aperçoive. Lorsqu'ils seront portés disparus, la police enquêtera. Ils trouveront la maison nettoyée, les comptes bancaires vidés, les passeports en cours de validité. On croira qu'ils ont fugué ensemble. Tu crois que ça va marcher? Je pense que les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Un cadre d'assurance impliqué dans une fraude, fuyant avec sa petite amie lorsque l'enquête se rapproche. C'est une histoire qui a du sens. Isabelle resta silencieuse un instant. Et nous? Et notre histoire? Lance se tourna vers elle.
Comment veux-tu que notre histoire soit? Je veux rentrer à la maison, dit simplement Isabelle. Je veux avoir une vraie vie, pas me cacher, courir et regarder par-dessus mon épaule. Alors c'est ce qu'on fera. Tu retourneras dans ta chambre. On dira aux gens que tu es hébergé chez des proches pour essayer de résoudre des problèmes. Quiconque pose trop de questions comprend la vérité, tu es une jeune femme qui avait besoin de temps pour se retrouver. Et la preuve vidéo est une assurance. Si jamais quelqu'un cherche Byron et Candace, si quelqu'un suggère que nous pourrions savoir quelque chose sur leur disparition, nous avons la preuve de ce qu'ils faisaient vraiment. Isabelle hocha lentement la tête. Tu as bien réfléchi. J'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce que je ferais si jamais je retrouvais ceux qui t'ont enlevé à moi. Ils restèrent assis dans le camion quelques minutes de plus, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Isabelle rassembla son équipement et se prépara à sortir. « Papa, dit-elle, la main sur la poignée de la portière. Oui, ce que tu as fait ce soir. Je sais que c'était pour me protéger, mais je veux que tu saches que je ne suis plus une victime. Je ne l'ai plus été depuis longtemps. » Lance observa le visage de sa fille à la lumière du tableau de bord. « Je sais. Je le vois. J'ai choisi de revenir. J'ai choisi de t'aider ce soir. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'ai choisi aussi. Je comprends. » Isabelle sourit. Le premier sourire sincère que Lance avait vu d'elle depuis son retour. Tant mieux, parce que j'ai des idées sur ce qu'on pourrait faire de l'argent de Byron. Lance haussa un sourcil. Son argent. Il a des comptes offshore valant des millions. Il a tiré des profits de plusieurs années de fraude à l'assurance. Je surveille son réseau financier depuis 2 ans, j'apprends comment il déplace son argent. Et je pense que la famille de Denny Elliott mérite une compensation pour sa perte. La famille de Pete Kruger aussi. Peut-être certaines des demandes d'indemnisation que Byron a niées au fil des ans. Lance ressentit à nouveau cette vague de fierté. Sa fille n'avait pas seulement survécu à son exil. Elle avait mis ce temps à profit pour devenir quelqu'un de formidable. Quelqu'un qui envisageait la justice au-delà de la vengeance personnelle. Ça semble être une bonne utilisation de l'argent sale. Il acquiesça. Il y a de quoi aider beaucoup de gens. Peut-être créer une fondation. Aider d'autres victimes de fraude à l'assurance. Utiliser l'argent volé à un mort pour aider ses victimes. Byron détesterait ça. Le sourire d'Isabelle s'éclaircit. C'est l'idée. Lance rit. La première fois qu'il avait ri depuis 5 ans. Tu m'as manqué, mon petit. Tu m'as manqué aussi, papa, plus que tu ne le penses. Ils s'étreignirent par-dessus la console centrale du camion. Un père et sa fille réunis par la violence, mais liés par quelque chose de plus fort. L'amour peut-être, ou la justice, ou simplement la compréhension que certains torts ne peuvent être réparés qu'en prenant les choses en main. Tandis qu'Isabelle se dirigeait vers sa chambre de motel, Lance s'autorisa à ressentir quelque chose qu'il avait oublié comme possible. L'espoir. Sa famille avait été brisée par des hommes mauvais, mais elle n'était pas détruite. Sa fille était à la maison, ses ennemis étaient morts, et demain, il commencerait à reconstruire quelque chose de nouveau sur les décombres de leur ancienne vie. La démolition était terminée. Il était temps de commencer la construction. Chapitre 8, Nouvelle fondation. 3 mois plus tard, Lance se tenait dans son jardin, regardant Isabelle planter un potager là où poussaient les rosiers de Candace. Sa fille se déplaçait avec une efficacité assurée, les mains fermes tandis qu'elle labourait la terre. Elle avait pris du poids depuis son retour, perdu son regard creusé de quelqu'un qui court sans cesse. Isabelle Morale. Elle avait légalement changé de nom, ne conservant que le nom de famille qu'elle utilisait pendant son exil, et se construisait une vie au lieu de simplement survivre. La version officielle tenait parfaitement la route. Byron Weiss et Candace Deliali avaient disparu la même nuit, emportant près de 3 millions de dollars sur divers comptes offshore. L'enquête du FBI s'était concentrée sur les vols internationaux et les relevés bancaires, traquant un couple fantôme qui n'existait que par des miettes de pain numérique soigneusement dissimulées. Lance avait été interrogé à 2 reprises lors d'interrogatoires peringués où il jouait le rôle d'un mari trahi, en colère mais pas dangereux, plus intéressé par le divorce que par la vengeance. L'enquête interne du secteur des assurances était plus approfondie, mais elle menait dans la direction attendue. Les demandes frauduleuses de Byron remontaient à 7 ans. La complicité de Candace dans le traitement de paiements illégaux, une entreprise criminelle qui avait volé des millions avant de s'effondrer sous son propre poids.
plusieurs clients de Byron avaient été arrêtés. La compagnie avait discrètement réglé des réclamations pour refus injustifiés d'une valeur à 8 chiffres. Rien de tout cela ne touchait Lance ni Isabelle. « Papa » appela Isabelle du jardin. « Viens m'aider avec ce treillis. » Lance prit son café et la rejoignit dans la terre. Ils travaillèrent ensemble en silence, père et fille, construisant quelque chose qui pousserait et s'épanouirait plutôt qu'un objet voué à la destruction. Ça faisait du bien de pouvoir à nouveau utiliser ses mains pour créer. « J'ai eu la confirmation de la banque aujourd'hui, » dit Isabelle tandis qu'il fixait la charpente en bois. La famille de Denny Elliott reçut son indemnisation. 200 000 $ d'un lanceur d'alerte anonyme du secteur des assurances. Comment l'ont-ils pris? Sa veuve pleurait au téléphone. Elle peinait à payer les frais médicaux liés à son traitement contre le cancer. La compagnie d'assurance avait rejeté la plupart des demandes d'indemnisation après son décès. Elle avait déclaré que sa police d'assurance était expirée. Lance ressentit cette colère froide et familière, mais elle était désormais gérable. Concentré. Le dernier cadeau de Byron à ses victimes. La famille de Pet Kruger reçut la sienne aussi. Elle l'utilise pour créer un fonds de bourse d'études à son nom. Isabelle avait passé les 3 derniers mois à identifier systématiquement les victimes de Byron et à leur restituer l'argent volé par des virements anonymes. Elle avait créé une fondation appelée le Fonds de justice Elliott Kruger, soi-disant financé par des actifs récupérés lors d'enquêtes sur des fraudes à l'assurance. Les documents étaient suffisamment complexes pour satisfaire les auditeurs, mais suffisamment vagues pour en protéger la véritable source. Quelqu'un se méfie-t-il de cette soudaine manne judiciaire, demanda Lance. Au contraire. Le secteur des assurances s'attribue le mérite des recouvrements. Ils prétendent que cela témoigne de leur engagement à éradiquer la fraude et à aider les victimes. Isabelle sourit d'un air sombre. Ils l'utilisent même dans leur marketing. Byron détesterait vraiment qu'il termine le treillis et emménage dans la terrasse que Lance avait construite le week-end précédent. Isabelle avait insisté pour avoir du mobilier de jardin. Elle avait passé trop d'années confinée dans des espaces restreints pour apprécier d'être constamment à l'intérieur. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher derrière les érables que Lance avait plantés quand Isabelle avait 5 ans. « J'ai pensé à l'avenir », finit par dire Isabelle. « Quel genre d'avenir ? Je veux retourner à l'école, terminer mes études. Peut-être étudier la criminologie ou la comptabilité judiciaire. » Lance hocha la tête. « Ça me semble être un bon choix pour quelqu'un avec vos compétences. Je pensais me spécialiser dans les enquêtes sur les fraudes à l'assurance, aider la fondation Elliott Kruger à étendre son action, de la victime à l'agresseur, puis à la défense des victimes. C'est un sacré chemin. » Isabelle rit, et le rire était plus léger que Lance n'en avait entendu depuis des années. « Je préfère voir ça comme une évolution. Utiliser ce que j'avais appris pendant la pire période de ma vie pour aider les autres. » Ils parlèrent de questions pratiques, des écoles auxquelles postuler, de la façon d'expliquer son retard scolaire, des complications que sa nouvelle identité entraînerait. Isabelle avait déjà réfléchi à la plupart des défis. Un autre signe de sa préparation minutieuse à cette nouvelle vie. Alors que la nuit tombait, Lance se surprit à penser à Candace pour la première fois depuis des semaines, non pas avec colère ou regret, mais avec une sorte de curiosité distante. Avait-elle imaginé que cela finirait ainsi ? Avait-elle pensé à Isabelle pendant ces 5 années, se demandant où était sa fille et si elle était en sécurité ? Ou Candace était-elle tellement absorbée par sa liaison et ses conséquences qu'elle avait complètement mis de côté son instinct maternel ? « Penses-tu parfois à maman ?» demanda Isabelle comme si elle lisait dans ses pensées. « Parfois, et toi ? » J'essaie de ne pas le faire, mais parfois, je me souviens de bons souvenirs d'avant. Les fêtes d'anniversaire, les matins de Noël, la façon dont elle me lisait des histoires quand j'étais petite. Elle n'a pas toujours été ce qu'elle est devenue, dit Lance prudemment. Les gens changent. Parfois, ils se transforment en des choses qu'on ne reconnaît pas. Crois-tu qu'elle nous ait jamais aimés ? Vraiment. Lance réfléchit sérieusement à la question. Je crois qu'elle aimait l'idée de nous, la famille parfaite, le mari qui réussit, la fille magnifique. Mais quand la vraie vie se compliquait, quand elle devait choisir entre faire le bien et la facilité, elle choisissait la facilité. Et Byron était le choix facile. Byron était passionnant, dangereux. Il la faisait se sentir spéciale d'une manière que 20 ans de mariage ne pouvaient plus lui donner. Isabelle resta silencieuse un long moment. « Je suis contente qu'elle soit partie, dit-elle finalement. Je sais que ça fait de moi une personne horrible, mais je suis contente.
Ça ne fait pas de toi une personne horrible. Ça te rend honnête. Je faisais des cauchemars où elle me retrouvait, venant là où je me cachais et me forçant à affronter ce que j'avais vu. Parfois, les cauchemars étaient pires que les souvenirs. Lance tendit la main et prit celle de sa fille. Elle ne peut plus te faire de mal. Ni l'un ni l'autre. Je sais. C'est juste que parfois, on a du mal à croire qu'ils sont vraiment partis. Que c'est vraiment fini. C'est fini. On s'en est assuré. Ils sont restés assis main dans la main jusqu'à ce que les moustiques les chassent à l'intérieur. Isabelle a réchauffé les restes de pizza pendant que Lance vérifiait les serrures et activait le système de sécurité. Des habitudes des 3 derniers mois qui étaient devenues routinières. Ils étaient en sécurité maintenant, mais la vigilance était une habitude difficile à perdre. J'ai pensé aux fondations, dit Isabelle pendant qu'ils mangeaient. Et si on allait au-delà de la simple fraude à l'assurance ? Il existe d'autres types de crimes financiers qui touchent les gens ordinaires. Prêts abusifs, arnaque à la carte de crédit, fraude à l'investissement. Ça fait beaucoup de malfaiteurs à traquer. Le monde est plein de malfaiteurs, papa. Mais il est aussi plein de gens qui ont été blessés parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise personne au mauvais moment. Des gens comme la veuve de Denny, qui avait perdu sa maison parce qu'une compagnie d'assurance refusait d'honorer la police d'assurance de son mari. Lance observait le visage de sa fille. Elle avait hérité de sa nature méthodique et de son sens de la justice. Mais il y avait aussi autre chose. Une dureté née de l'expérience, de la compréhension que parfois, le seul moyen d'arrêter les monstres était de devenir soi-même monstrueux. Tu veux en faire ton métier, dit-il. Chasser les prédateurs. Je veux m'assurer que ce qui est arrivé à notre famille n'arrive pas à d'autres familles. Et quand cela arrivera, je veux m'assurer que les victimes aient un endroit où se tourner pour obtenir une aide réelle, même si cette aide implique des méthodes douteuses. Le sourire d'Isabelle était tranchant comme une lame. C'est à ce moment-là que Lance leva sa bouteille de bière pour trinquer. À des méthodes douteuses et des résultats justes pour faire payer ces salauds, répondit Isabelle en faisant teinter sa bouteille contre la sienne. Dehors, la rue de banlieue était calme et paisible. Des enfants faisaient du vélo sur les trottoirs. Les voisins discutaient par-dessus les clôtures. Des familles se réunissaient autour des tables. Des gens normaux vivaient une vie normale, protégés par des lois et des systèmes qui fonctionnaient généralement. Mais Lance connaissait la vérité sur la vie normale. Elle était fragile, facilement détruite par ceux qui agissaient en dehors des limites de la loi et de la conscience. Lorsque les systèmes échouaient, lorsque la loi ne parvenait pas à atteindre les coupables, quelqu'un devait intervenir dans l'ombre et équilibrer la balance. Quelqu'un devait être prêt à devenir le monstre qui chassait les monstres. Lance et Isabelle avaient trouvé leur vocation. Chapitre 9. Héritage. 1 an plus tard, Lance se tenait dans une salle de conférence du centre-ville de Minneapolis, écoutant Maria Hoffman, la veuve de Denny Elliott, s'adresser à un rassemblement de victimes de fraude à l'assurance. La fondation Elliott Kruger avait dépassé la vision initiale d'Isabelle, fournissant non seulement une aide financière, mais aussi une assistance juridique, un soutien aux enquêtes et quelque chose de plus précieux que l'argent. Espoir. À la mort de mon mari, je pensais que son œuvre s'était éteinte avec lui. Maria racontait que Denny avait consacré sa carrière à se battre pour des personnes démunies. La fondation a donné un nouveau souffle à son œuvre et un sens nouveau à sa mort. Le public, composé de 37 personnes dont la vie avait été brisée par une fraude à l'assurance, a applaudi avec la ferveur de ses fidèles. Lance a reconnu plusieurs visages dans ses dossiers personnels et ceux d'Isabelle. Sarah Chin, dont la demande de remboursement avait été rejetée pour des motifs inventés de toutes pièces, laissant sa famille ruinée. Tony Bowman, qui avait perdu son entreprise lorsque la société de Byron avait refusé de payer des dommages légitimes causés par un incendie. Marguerite Nolan, une femme âgée systématiquement escroquée par un réseau d'experts en sinistres peu scrupuleux. Tous avaient reçu des indemnisations anonymes. Tous pensaient que leur indemnisation provenait de victoires juridiques légitimes. Aucun d'eux ne soupçonnait que leur justice avait été achetée au prix du sang et de l'argent de leurs bourreaux. Isabelle a ensuite pris la parole et s'est présentée comme la directrice des enquêtes spéciales de la Fondation. Elle avait l'air professionnelle dans son tailleur sombre, avec une assurance qui faisait toute la différence. Lance sentit sa fierté se serrer. Sa fille avait bâti cette organisation à partir de rien, transformant son traumatisme en arme contre celui des autres. La fondation Elliott Kruger a récupéré plus de 12 millions de dollars pour les victimes de fraude au cours de sa première année.
Isabelle a annoncé « Nous avons fourni une assistance juridique dans 47 affaires et un soutien aux enquêtes dans des dizaines d'autres, mais notre véritable réussite n'est pas financière. » Elle a fait un geste vers le public. Notre véritable réussite, c'est cette salle, ces voix, ces histoires qui n'auraient peut-être jamais été racontées si Denny Elliott et Pete Kruger n'avaient pas été prêts à risquer leur vie pour la vérité. Applaudissements. Lance remarqua que plusieurs personnes essuyaient des larmes. Pour eux, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de validation, de reconnaissance, de preuve que leur souffrance comptait pour quelqu'un. Après la présentation, Lance et Isabelle se sont rendus dans leur nouveau bureau, un ancien entrepôt aménagé dans un quartier en plein essor qui attirait les jeunes professionnels et les organisations à but non lucratif. La fondation Elliott Kruger occupait tout le 2e étage, accueillant enquêteurs, avocats, défenseurs des victimes et analystes financiers. Pas mal. Pour un an de travail, dit Lance en traversant l'espace de travail animé. Ce n'est que le début, répondit Isabelle. J'ai observé des tendances intéressantes dans les données. Des liens entre des cas de fraude apparemment sans rapport. Je pense que nous sommes en présence de réseaux organisés, et pas seulement de malfaiteurs isolés. Elle le conduisit à son bureau, un espace étonnamment modeste compte tenu du fait qu'elle dirigeait une entreprise de plusieurs millions de dollars. Les murs étaient couverts d'organigrammes, de photographies, de coupures de journaux et de cartes marquées d'épingles de couleur. On aurait dit l'espace de travail d'un traqueur de tueurs en série.